Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de débat 973. Jamais, depuis le début de la crise sanitaire, un confinement n'aura autant fait débat. La Guyane se trouve en ce moment dans un imbroglio où beaucoup se questionnent sur l'efficacité des mesures de restriction qui ont pour objectif, on le rappelle, de freiner la propagation du virus. Illustration avec les établissements scolaires. Le préfet a annoncé la semaine dernière que les écoles restent ouvertes. Coup de théâtre hier. Les élus locaux, CTG et maires de Guyane décident finalement de fermer les établissements. Les chefs d'entreprise, de leur côté, se disent inquiets. Quel impact de ce confinement est-il adapté au freinage du virus qui circule activement en ce moment? On en débat ce soir avec nos invités. Et à ma gauche, nous avons tout d'abord Karine Sinaï-Bossou. On vous connaît bien évidemment en tant que présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Et nous recevons également Souley Jaïr. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire départemental du SNUIPPFSU Guyane, syndicat d'enseignants. Et notez que nous avons invité la préfecture. Nous devions recevoir Daniel Fermont, le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles. Finalement, la préfecture n'a pas jugé bon de venir, mais nous allons tout de même débattre. Alors, tout d'abord, mesdames, on vient d'entendre le recteur d'académie Alain Young-Lokama. Son discours était très attendu. Il annonce donc le retour en classe mardi. C'est plus compliqué pour le premier degré à cause des personnels qui ne peuvent faire garder leurs enfants. En revanche, pour les classes qui passent des examens, que ce soit au collège ou au lycée, le retour sera possible donc dès ce mardi. Pour vous, il a pris la bonne décision? Écoutez, la situation, elle est telle que c'est la seule décision à prendre. Au niveau de l'école élémentaire, il est difficile aujourd'hui d'appliquer un protocole avec, un protocole strict. Avec le brassage, au niveau de la restauration, au niveau des transports scolaires, le protocole actuel n'est pas applicable. Donc, qu'il autorise les élèves du second degré qui doivent passer des examens à retourner à l'école, c'est, j'ai envie de dire, tout à fait normal, voire tout à fait juste. Karine Sinaï-Bossou, pour vous, c'est normal de rouvrir ces écoles dès ce mardi? J'entends déjà parler du protocole sanitaire dans les transports, donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui ne va pas dans les transports, parce que c'est mon corps de métier, et on a un protocole vraiment strict. Donc, vis-à-vis des élèves, la preuve jusqu'à présent, en tout cas à l'heure que je vous parle, je n'ai pas de cas confirmé de Covid-19 dans mes employés. C'est bien que le protocole, il est bien appliqué. Oui. On a 76 véhicules tous les jours qui transportent 63 enfants le matin, le midi, le retour à 14h30 et le soir. Pour les maternelles, les petits, c'est vrai, c'est 4 fois par semaine, mais pour collège au lycée, ça va jusqu'à 5 jours parce qu'on a des établissements qui sortent le samedi. Tous les chauffeurs sont munis de masques. Et le port du masque est obligatoire. Pour les collégiens et les lycéens, le port du masque est obligatoire dans le véhicule. S'ils l'enlèvent, ils ne le mettent pas, automatiquement, le chauffeur saisit leur carte d'accès et se voit expulsé du véhicule pendant un minimum de 3 jours. Automatiquement, c'est tellement strict que, en fait, quand on a très peu de récalcitrants et quand on a rapidement, ils essaient de retourner dans le droit chemin. Les véhicules sont désaffectés au moins une fois par jour. Ça arrive régulièrement, les récalcitrants ou bien ceux qui retirent? Ah oui, il y en a, surtout dans certains collèges où vraiment, il faut montrer qu'on fait comme ça à la place de l'avoir sur le nez. Mais on a des chauffeurs très vigilants et on n'hésite pas, au cas où c'est qu'on sente qu'il y a certaines lignes où c'est qu'il y a une certaine forme de relâchement, on appelle les contrôleurs pour qu'ils viennent faire le point. Mais je vous dis, on a vraiment une fiche d'entretien, les véhicules sont désinfectés tous les jours, on a mis des virucides à leur place, c'est signé, affecté. Donc c'est un protocole sanitaire qui est strict, ce qui nous permet de ne pas avoir, entre guillemets, de problème à l'heure actuelle, en tout cas au niveau des lignes de transport scolaire. Mais je reconnais qu'après, je vous passe le relais, je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas de mon côté, au niveau de transport, au niveau des transports, en revanche, le son de cloche est différent dans les écoles. C'est-à-dire, là, je parlais de brassage, il est difficile de savoir ce qui se passe réellement au niveau des transports. Pourquoi c'est difficile concernant le brassage, je pensais que vous parliez du brassage difficile. Des élèves, oui. Oui, le brassage des élèves, voilà. D'accord. Vous n'êtes pas sans le savoir que dernièrement, il y a eu plusieurs fermetures de classes. Donc, quand je vous parle des transports scolaires,
c'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de gérer ces brassages et dans ce cas-là, de ne pas faire les élèves prendre des risques. J'entends bien que vous dites que voilà, vous avez un protocole strict. Ah oui, strict. Oui, tout à fait. Mais à ce jour, il est difficile. Et c'est pourquoi j'ai dit, je suis tout à fait d'accord pour que soit maintenue la suite de scolarité des enfants qui doivent passer des examens. Parce que gérer tous les élèves, que ce soit au niveau transport, que ce soit dans la restauration, et même dans les écoles, c'est vraiment très difficile. Et manger sans masque, manger avec le masque, je suis d'accord avec vous, ça doit être un peu compliqué. Alors, mais c'est vrai que dans les transports en commun, c'est plus facile de dire aux élèves, le port du masque est obligatoire, tout le monde a le masque. Et je pense qu'à l'heure actuelle, par rapport au Covid-19, le masque, c'est la meilleure barrière. Est-ce que dans les transports, alors vous dites que vous avez un protocole strict, d'accord? Est-ce que dans les transports, il y a bien une distanciation qui est mise en place, une distanciation physique entre les élèves? Combien d'élèves aujourd'hui vous transportez par bus? Est-ce que vous avez réduit le nombre d'élèves dans les bus? Oui ou non? Parce que dans les transports scolaires, ils considèrent, en tout cas dans le protocole sanitaire qui a été établi en métropole et tout, puisque c'est du copier-coller. Ce protocole suit en fait, c'est du protocole en tout cas les directives pour le transport scolaire. Au départ, on devait avoir la distanciation entre les élèves. Le problème qu'il y a, c'est qu'automatiquement, ça multiplie le nombre de véhicules x2, x3. Parce qu'un véhicule de 63 places, quand vous mettez en place le protocole de distanciation physique à l'intérieur du véhicule, c'est pas divisé par 2, puisque toutes les places en arrière sont automatiquement impossibles à utiliser. On utilise quasiment que à l'intérieur de l'allée. Donc, ça fait qu'on a à peu près 20-23 places sur un véhicule qui en contient 63 au départ. Donc, c'est plus de la moitié du véhicule qui devient... C'est pour ça que le protocole qu'ils ont adhéré, c'est gel hydroalcoolique à l'entrée, désinfection des mains, toujours mise à la disposition et port du masque obligatoire dans le véhicule. Le masque est obligatoire également dans les collèges et lycées. Et à ce jour, on sait bien qu'il est difficile de faire garder ces masques à ses élèves. Donc, mais peut-être que nous, c'est plus facile d'en gérer 63 d'un coup que vous à l'intérieur, et alors, surtout quand ils sont en train de manger. C'est surtout dans ces établissements, justement, l'application de ce protocole sanitaire dans les établissements paraît plus difficile. C'est ce que vous êtes en train de nous dire sous les jailles. Alors, pourquoi est-ce difficile? Est-ce qu'un manque de personnel qui fait le rappel? Est-ce que c'est tout simplement le comportement des élèves qui est mis en cause? Pourquoi est-ce difficile? Alors, difficile, pourquoi? L'application de ce protocole est difficile, comme vous le dites, effectivement, parce que Covid-19, depuis l'année dernière, n'a fait que mettre en exergue justement les défaillances qu'il y a au niveau de l'éducation, des moyens en tout cas mis dans l'éducation nationale, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau humain. Et oui, difficile de mettre en place. Vous avez entendu, il y a des élèves qui, à ce jour, n'ont pas de gel, j'ai entendu dans le lycée. Vous devez savoir que dans les écoles... toutes les écoles ne sont pas équipées de savon, par exemple, ne sont pas équipées de papier. Voilà, donc les stricts minimums qui devaient assurer l'hygiène des élèves n'est pas mis en place. Et avec Covid-19, ça a été mis en avant, même si déjà des parents le faisaient remarquer. En ce moment, ce n'est pas le cas. Mais bien sûr, c'est toujours le cas. Et c'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, ce protocole strict qu'on a dit de mettre en place, oui, d'accord, mais il faut donner les moyens aussi. Donner les moyens pour aider à freiner cette pandémie en fournissant le matériel nécessaire. Vous allez dans les écoles, dans n'importe quelle école de Cayenne, vous avez la différence entre une école et une autre, où vous allez trouver du savon, sens de circulation et tout ce qu'il faut. Dans une autre école, vous n'allez rien trouver. Ce type de problème peut se résoudre avec de la communication, avec les différents services concernés. J'imagine qu'en tant que représentant syndical, vous alertez la direction. Alors, quelle réponse vous obtenez? Nous n'avons cessé de le faire. Et puis, cette année, de la rentrée, en octobre, nous n'avons cessé d'interpeller les autorités quant aux défaillances qu'il y a Résultat, on en est là. On est là aujourd'hui, on ferme l'école pour une semaine. Et j'ose espérer que cette semaine de fermeture permettra donc à la rentrée, donc une semaine après, que ces élèves aient le minimum pour qu'ils soient au moins protégés, que leur santé soit protégée, élèves, mais aussi personnel. Et on va poursuivre concernant ces établissements scolaires. La situation était confuse. La décision de fermer les établissements qui accueillent donc ces élèves a été prise par à la fois les maires et aussi le président de la CTG. Hier à Saint-Laurent-du-Maroni, une trentaine de lycéens
ont notamment rencontré le recteur dans le cadre du conseil académique de vie lycéenne. Revenons avant d'en discuter sur cette rencontre. C'était dans le cadre d'un reportage que vous avez pu voir hier. C'est un reportage signé Maëva Myriam Poney et Gaël Oassi. 15h, lycée Berthène Juminaire, en plein conseil académique de la vie lycéenne. Tous les lycées de Guyane sont présents à travers leurs représentants. Un conseil académique programmé de longue date, présidé par le recteur de l'académie, Alain Ayong Le Kama. Mais l'ordre du jour est quelque peu modifié. La nouvelle est tombée en milieu de journée. Les établissements scolaires ferment dès jeudi. Si les lycéens sont satisfaits de cette décision, de nombreuses questions restent encore en suspens, comme le déroulement des examens en cours ou la continuité pédagogique. Pour notre lycée, il y a des élèves qui passent l'examen aujourd'hui, demain et jusqu'à vendredi. Donc on veut savoir quelles sont les solutions proposées pour ces élèves. Est-ce qu'ils doivent venir pendant la fermeture du lycée pour passer leurs examens? Est-ce que ça passe en contrôle continu? Ou est-ce qu'ils ont le temps de se préparer pendant cette semaine de confinement et revenir le 31 pour passer leur diplôme? Après un peu plus d'1 heure de discussion, c'est la déception pour le président de la Maison des lycéens. Il dit ne pas être rassuré par ces échanges avec le recteur. Au fond, sincèrement, nous ne sommes pas vraiment satisfaits puisqu'il a fait que tourner autour du pot et ce n'est pas ce qu'on attendait. Par exemple, pour les épreuves qu'on devait passer jeudi et vendredi, il y aura un maintien catégorique à ce que j'ai compris. Et d'après ce qu'il nous a fait comprendre, il a son mot à dire sur la décision des élus qui a été prise aujourd'hui. Donc on pense qu'il pourra influencer l'ouverture des classes ou voir la suppression des fermetures des classes. Quant à Alain Ayong Le Kama, il nous a confié se laisser le temps de la réflexion. Dès demain, il s'exprimera sur nos antennes à ce sujet. Au lycée Berthène Juminaire, ils étaient près de 200 ce matin devant les grilles du lycée. 9 enseignants étaient en droit de retrait et 5 classes fermées pour cas positifs au Covid, soit 150 élèves en isolement. Du côté du lycée Lumina Sophie, 10 classes sont fermées, soit près de 300 élèves privés de cours. Le recteur d'académie Alain Ayong Le Kama a fait ces annonces que l'on vient d'évoquer au début de ce débat. On n'a pas évoqué en revanche cette annonce concernant les examens qui auront donc lieu pour les élèves qui vont rentrer dès ce mardi. J'imagine aussi que pour vous, en tant que représentant syndical, c'était l'une des priorités que ces élèves passent ces examens. Mais est-ce que les conditions vont être réunies au-delà de l'aspect sanitaire que l'on a évoqué? C'est bien ce que j'espère. Qu'ils maintiennent les cours pour ces élèves qui doivent passer les examens, bien sûr, je suis tout à fait d'accord, il ne faudrait pas les pénaliser. Covid-19 nous impacte déjà suffisamment. Que ces élèves aillent jusqu'au bout et qu'ils puissent passer les examens comme tout autre élève de France, c'est tout à fait, pour moi, normal. Vous êtes maman, oui. Karine Sinaï-Bossou. Pour vous aussi, c'est rentrée mardi. Vous avez des enfants qui passent des examens. Alors moi, j'ai un enfant en 3e qui passe son brevet cette année. Qui passe le brevet. Il y a eu un cas Covid dans sa classe il y a 15 jours. Donc sa classe a été fermée. Au fur et à mesure, ils ont décidé à faire un test global au niveau de l'établissement. Ils en ont trouvé d'autres. Donc l'établissement a été fermé 15 jours déjà. Et samedi, bien content, il a été faire son test PCR pour faire sa rentrée lundi. Donc il est rentré finalement, il est retourné au collège. Enfin, collège et lycée ne sont rentrés que lundi. Et en fait, quand il devait déjà passer son brevet blanc la semaine de la fermeture, et le brevet blanc a été reporté à ce jeudi. Donc là, on ne sait pas encore si vraiment son brevet blanc va être maintenu jeudi. C'est le grand mystère. Mais en fait, quand toute sa classe, ils ont fait quand même des tests PCR bien lourds pour eux. Donc c'est un peu compliqué. Dans quel état d'esprit est une maman dans ce contexte de confusion? En fait, quand on sait que son fils ou sa fille va passer un examen important. En fait, c'est compliqué parce que je vois qu'au sein de mon entreprise, on a mis les moyens pour que ça se passe bien. On nous avait promis, nous aussi, qu'on nous accompagnerait sur beaucoup de choses. En fait, quand en début d'année, on nous a remis des masques pour les élèves, afin de pouvoir faire les distributions, en tout cas pour tout ce qui était ligne CTG. Et la CACL nous remet chaque semaine du gel hydroalcoolique pour les tout-petits, pour qu'ils puissent désinfecter leurs mains à la montée du véhicule. Mais tout ce qui est virucide, tout ça, ça a été vraiment à la charge de nous, chefs d'entreprise. Donc on s'est donné les moyens
de faire en sorte que, donc, comme vous disiez tout à l'heure qu'il manquait du savon et tout, nous, dans le privé, on n'a pas cherché à savoir, on a pris sur notre marge, on a dépensé pour que tout se passe bien. Des efforts ont été faits pour que ça se passe bien. Moi, quand mon enfant va à l'école, instinctivement, je mets les masques, même pour ma petite, parce que j'en ai une qui est en école primaire, qui est au CP, le plus grand qui est en 3e, donc qui passe le brevet. En mer, j'ai mis le masque dans le sac et je mets le gel hydroalcoolique. J'attends pas de savoir si l'école en a ou en a pas, je mets. Et je leur dis tout le temps, vous faites en sorte que tout se passe bien. À la maison, j'ai acheté les autotests. Tous les 15 jours, je fais l'autotest à mes enfants pour voir si tout se passe bien. J'ai rigolé aussi la première fois que j'ai demandé des autotests en pharmacie. On m'a demandé, vous voulez ça pour faire quoi? J'ai dit, je vous rappelle que l'autotest, ça sert aux parents que nous sommes à voir si nos enfants ne sont pas malades. Et je ne comprends pas qu'au départ, il y avait une certaine réticence aux pharmaciens pour nous remettre finalement ces autotests qu'on achetait. Alors j'ai cru comprendre avec le temps, c'est parce qu'il n'y en avait pas assez, que l'arrivage n'était pas encore fait correctement. Donc en fait, quand ils essaient de préserver le stock, là, ça a l'air d'aller mieux. J'en trouve beaucoup plus facilement. Tout le monde ne peut pas s'en procurer parce qu'on n'a peut-être pas les moyens d'avoir... Voilà, j'avoue que c'est quand même 30 € une boîte de 5 tests. Donc, quand on a 2 et qu'on veut faire des 2 tests tous les 15 jours, c'est vrai que quand même, c'est un coût. Mais pour moi, la santé de mes enfants, voilà. Et en même temps, l'éducation est importante. On ne peut pas les laisser couper du monde. L'année dernière, quand j'ai un enfant, je savais qu'il devait passer son brevet cette année et l'autre qui devait rentrer au CP. Le fait que de mars à juin, ils n'ont pas eu cours, c'était quand même frustrant parce qu'on nous a promis une continuité pédagogique qu'on n'a pas forcément eu à la hauteur de ce qu'on voulait. Il y a des parents qui n'ont pas pu accéder du tout. On va en parler. Moi, il y a des cours que j'ai envoyés. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu les réponses. Et pourtant, chez moi, il y a la fibre. Donc, j'imagine bien encore plus compliqué pour les communes qui sont encore plus isolées et pour des parents qui n'ont pas le moyen. Alors, certains d'entre nous, on a fait nos enfants prendre des cours pendant les grandes vacances pour rattraper le programme qui n'était pas fini, pour qu'il soit, entre guillemets, à la hauteur de la rentrée. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, il y a des familles où il y a des enfants qui sont encore plus coupés de l'éducation, encore plus en difficulté au quotidien, parce que malheureusement, ils ont accumulé du retard, quoi. C'est surtout ça. Justement, je voulais rebondir sur ce que disait Madame Sinaï Bossou. C'est vrai qu'à l'école, avec Covid, il l'a mis tout en lumière. Et c'est vrai que les inégalités, elles sont bien mises en avant. On a l'impression d'avoir une école à 2 vitesses. On a les enfants dont les parents ont les moyens, qui ont la fibre, qui peuvent acheter les tests, qui peuvent payer des cours aux enfants, alors qu'on a d'autres parents à côté qui n'ont pas de numérique, qui n'ont pas d'Internet, qui ne peuvent pas s'acheter les tests et qui se sont carrément perdus. Ces tests seront disponibles, a annoncé le recteur, des autotests à disposition des enseignants, mais également des élèves. Les choses avancent finalement. Alors, ces tests-là seront disponibles, attention, mais ce sera à partir de 15 ans. Moi, je parle pour le premier degré. Premier degré, oui. Premier degré, il y a encore cette inégalité qui sera là. Là, pendant cette semaine de confinement, on va organiser la continuité pédagogique. Ça encore, c'est l'enseignant qui va devoir se débrouiller, faire du bricolage, essayer d'avoir le nécessaire pour communiquer avec les parents. Vous pouvez faire prendre d'initiative en tant qu'enseignant aussi. L'école, oui, c'est ce qu'on fait tout le temps. Vous savez, si l'année dernière, ça a tenu cette continuité pédagogique que nous, on appelle plutôt liaison, garder le lien avec l'école, parce que continuité pédagogique, c'est un grand mot, mais c'est plutôt garder le lien avec l'école. Si ça a tenu, c'est grâce justement à l'investissement de ce personnel. C'est grâce au professionnalisme de ce personnel. Et je trouve que de l'année dernière, de mars 2020 à maintenant, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, puisque là, on se retrouve à peu près dans le même cas de figure où on ferme, on se retrouve devant le fait accompli, on va fermer, et on va devoir maintenant faire de la continuité pédagogique. Et j'espère que ça va vraiment s'arrêter à une semaine, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, l'école, ce n'est pas que l'instruction. L'enfant a besoin de ce cadre-là pour évoluer. Il a besoin de ce cadre. Et si on l'enlève, vous savez, l'évolution n'est pas la même chez un enfant. La continuité pédagogique, vous en parlez, c'est possible lorsque cet élève a accès à Internet, à un ordinateur. Oui. Comment aujourd'hui gérer la situation face à notamment l'impact du confinement? On sait que les élèves restent à la maison, pour ceux qui n'auront pas d'examen. Comment faire cette continuité pédagogique lorsqu'on n'a pas d'accès à Internet, qu'on n'a pas les moyens? Comment vous faites? Est-ce que vous avez des initiatives personnelles en tant qu'enseignant, en tant que représentant syndical? Ce qui s'est passé, parce que j'ai quand même fait le tour un peu des collègues, puisqu'en tant que représentante syndicale, on a été voir les collègues même en commune. Il y en a qui ont fait des petites vidéos
pour expliquer des leçons et ils ont communiqué via WhatsApp. Il y en a qui sont allés emmener les devoirs chez les parents des enfants. Vous voyez, donc on a quand même essayé, pour ça que je vous parle d'investissement personnel, de professionnalisme, parce qu'en tant qu'enseignant, on n'est pas là, on se dit, bon, ben, c'est fermé, c'est confinement, on ne s'en occupe plus. On a cette conscience professionnelle et on se dit, mais nos élèves, ils vont perdre. Ils vont perdre. Et c'est vrai que là, tous les enfants n'ont pas accès, et même sur le littoral, hein, sur ça, Cayenne, tous les enfants n'ont pas c'est à l'appréciation de chaque enseignant. Est-ce que vous êtes majoritaire à avoir autant d'initiatives? Écoutez, oui, moi, pour avoir fait le tour et pour avoir rencontré les collègues, que ce soit sur le littoral comme sur le fleuve, oui, les collègues sont professionnels et ils cherchent quand même à améliorer les conditions des élèves. Les conditions des élèves. Le confinement actuel sonne comme un coup de frein pour l'activité économique cette fois. Confinement qui provoque la colère des responsables de commerces dits non essentiels et des restaurateurs déjà fortement impactés, on le rappelle. Alors avant d'en parler, regardons un exemple concret avec ce reportage signé Myriam Boiscoulin et Martial Grit. Store baissé partout à Cayenne ce matin. Les commerçants appliquent la volonté préfectorale, limiter la circulation de la population. Shopping interdit pour les 15 prochains jours. Coup dur pour cet exploitant. Là, c'est le studio photo pour le site internet, en fait, pour les 3 magasins. Je vous invite à venir voir la marchandise qu'on a reçue. Près de 6000 chaussures livrées en début de semaine, pas moyen de les écouler. On était en train d'ouvrir les produits pour pouvoir les identifier, les photographier, pour les mettre en ligne. La vente internet, c'est complètement anecdotique par rapport à la vente en boutique sur ce genre de produits. Il ne faut pas croire que le click and collect, la vente internet, etc., ça compense un manque à gagner. Par contre, les échéances, les obligations de paiement, les charges, on sait à quelle date ça tombe. Et ça tombe, ça ne s'arrête pas de tomber. Un gérant excédé, 50 000 € de charges fixes par mois, un salarié à payer, loyer à régler malgré le confinement. 7 000 € pour rester dans la galerie de ce centre commercial. Pas question d'entendre parler de commerce non essentiel. Plus qu'un coup de gueule, c'est un cri de détresse qui est lancé. Dans notre activité, jusqu'à Noël, on ne va plus travailler après la fête des mères. Les gens vont dépenser de l'argent pour leurs vacances, pour leur rentrée scolaire, ils vont payer leurs impôts et on va recommencer à travailler à Noël. Donc il y a un trou dans la raquette sur cette période. On fait comment pour joindre les deux bouts entre les deux? Puis surtout, on a reçu énormément de marchandises. Alors, quelle solution? Attendre les aides proposées par l'État peut-être. Mais malgré les demandes faites, rien n'a encore été versé à ce jour, selon Damien Buirette. Et les entreprises dites non essentielles ne comprennent pas cette mesure de confinement, d'autant plus que la fête des mères arrive. Une période cruciale pour leur chiffre d'affaires. Karine Sénébossou, à combien s'élèvent les pertes dues à ce confinement que l'on a entamé? Malheureusement, les chiffres, on les aura qu'a posteriori. C'est surtout ça, mais il faut savoir qu'il y a pour les commerçants, il y a 2 fêtes qui sont importantes, la fête des mères et Noël. Donc beaucoup d'entre eux font la plupart de leur chiffre d'affaires dans cette période-là. En métropole, ils ont tout fait pour que le confinement s'arrête 2 semaines avant les fêtes des mères. Nous, en Guyane, comme par hasard, on est confinés au moment où qu'il ne faudrait pas. La problématique, c'est que c'est difficile de changer la date de la fête des mères. C'est marqué partout. On voit sur le calendrier, c'est un peu compliqué, mais à part ça, je ne vois pas trop quelle solution qu'il y aurait. Donc, c'est compliqué. Certains commerçants arrivent à peu près à faire 130 000 € de chiffre d'affaires en 3 jours. Et là, le fonds de solidarité, ça va être un maximum de 10 000 €. D'accord, pour toute la période. Il faut une perte de 20% minimum du chiffre d'affaires. Donc, les 20% du chiffre d'affaires, ils vont le faire. Mais 10 000 €, on est loin, on va être vraiment loin de la perte de chiffre d'affaires qu'ils vont avoir. Et ce qui est encore plus humiliant, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Quand un chef d'entreprise, et on est très peu au niveau de la chambre de commerce, c'est à peine 12 000 entreprises, se lèvent tous les matins pour, entre guillemets, se battre, pour pouvoir payer ses salariés, payer ses charges, et puis continuer à survivre. Et puis quand vous dites que vous n'êtes pas essentiel, il y a beaucoup qui ne comprennent même pas cette notion d'essentiel et de non essentiel, quoi. Alors est-ce que vous êtes d'accord sur ces décisions donc de déterminer qui est commerce essentiel et qui n'est pas commerce essentiel, puisque ça râle énormément, donc vous avez des remontées. Vous comprenez ce partage effectué par les services de l'État? Non, et en fait, quand on ne nous a pas demandé notre avis, ça a été fait par la métropole, par des professionnels apparemment
en concertation avec les différents syndicats, je ne sais pas trop quoi, mais nous, en fait, compte, c'est une liste qui nous a été imposée et on n'a rien eu à dire Pourtant, là-dessus. vous pouvez négocier pendant les réunions de cellules interministérielles. En général, mais là, sur tout ce qui était essentiel, c'était un arrêté, c'était déjà bien conçu. La seule chose sur laquelle on a pu greffer, puisque dans le premier confinement, qui était un confinement total, on avait pu continuer, entre guillemets, excusez-moi, on avait trouvé un protocole sanitaire pour tout ce qui était avec le FRBTP bâtiment, et c'est ce qui a porté, entre guillemets, l'économie guyanaise sur l'année 2020, qui nous a permis de ne pas avoir un PIB qui s'est effondré, puisqu'on a pu continuer à faire le bâtiment, continuer. Donc, on a demandé à ce que cette activité continue même dans cette période-là, puisque le protocole sanitaire est strict. Ils sont seuls sur le bâtiment, ils sont en extérieur. Il y a un écart très important entre les différents salariés. Mais c'est la seule chose réellement sur laquelle on a pu, entre guillemets, rajouter. Mais pour dire pourquoi un libraire, un coiffeur est essentiel, pourquoi un fleuriste l'est, pourquoi un marchand de vêtements ne l'est pas, je ne saurais pour vous dire parce qu'on ne m'a pas donné d'explication sur ceci. On nous a imposé les choses. Et il y a beaucoup de commerçants qui le prennent très mal parce qu'ils se disent « je suis non essentiel ». Donc, je fais quand même marcher l'économie, je crée de l'emploi. Et avec les jauges au niveau du mètre carré, on ne peut pas dire qu'il y a un afflux dans les commerces. Il y a beaucoup d'entre eux, justement, qui n'ont toujours pas récupéré leur chiffre d'affaires qu'ils avaient avant Covid. Certaines entreprises arrivent tout de même à s'en sortir, notamment peut-être des entreprises qui n'auraient pas pu faire autant de chiffres d'affaires. Et cette aide de l'État arrive comme une aubaine pour, j'imagine, certaines entreprises. Je suis désolée, l'aide de l'État, le fonds de solidarité, il est basé sur votre chiffre d'affaires 2019. On ne vous donne pas plus que ce que vous ne gagnez avant. Et c'est le maximum qu'il y a sur cette période-là, c'était 10 000. Je vous rappelle qu'en mars 2020, c'était 1 500 €. Donc, quand vous donnez à 1 500 € à un chef d'entreprise pour payer toutes ses charges dans le mois, et quand vous dites que vous êtes confiné, que vous n'avez pas le droit de travailler, c'est compliqué. Moi, je suis désolée. Beaucoup d'entre nous, on dit, nous préfèrent travailler en mode dégradé, même avec 18h30 fixe. Quand on nous oblige à fermer, il n'y a pas de problème, que ça soit encore plus sévère au niveau des restrictions, mais qu'on permettre de travailler plutôt que d'attendre sur une aide et puis d'attendre sur l'État. L'objectif, ce n'est pas ça. Donc, on le remercie qu'il laisse ses fonds. À ce niveau-là, on est clair. Parce que certains n'auraient pas eu ça. Moi, ça fait 14 mois dans mon activité. Je suis totalement à l'arrêt pour la partie événementielle, donc Paulina, avec aucune visibilité sur l'avenir. Je n'aurais pas eu le fonds de solidarité. Je ne sais même pas si je serai encore là. Mais le montant qu'on me donne, il est plafonné. Ça ne paye pas mes charges fixes mensuelles. Donc, c'est compliqué. Vous comprenez cette inquiétude des chefs d'entreprise? Oui, je peux comprendre, surtout quand on qualifie d'essentiel ou non essentiel, effectivement. Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Il est essentiel de s'habiller, de se vêtir, il est essentiel de se nourrir. Donc, c'est vrai que ces différentes mesures prises peuvent paraître incompréhensibles. Tout comme, d'ailleurs, la gestion de cette crise jusqu'à maintenant, il y a de nombreuses contradictions. Souvenez-vous qu'au début, le masque ne servait à rien, alors que maintenant, il faut le mettre. Donc, il y a au niveau de la gestion et cette crise, en fait, je pense qu'elle dépasse tout le monde, et surtout le gouvernement, qui n'arrive pas et qui dit, bon voilà, on va fermer, parce que bon, va falloir freiner l'épidémie, et puis ils inventent des mesures drastiques, pas forcément qu'on comprenne tous. Donc... Le chômage partiel était une des mesures prises auparavant, jusqu'à 80% du salaire brut. Vous avez obtenu des garanties sur le maintien de ce dispositif? Ah, c'est plus 80. Et toujours à ce taux? C'est plus 80, en tout cas. On est à combien maintenant? 70. Donc, ça baisse. Ça baisse parce que, bien sûr, au bout d'un moment, les caisses se vident. Donc, l'aide de l'État n'est plus comme celle qu'elle était au début, parce qu'au bout d'un an, ce que je peux tout à fait comprendre, en Guyane, on a fait le point hier sur le fonds de solidarité, il y a quand même 8 millions d'euros qui ont été versés aux entreprises depuis le début des fonds de solidarité. Ça représente combien d'entreprises à peu près? À peu près plus de 6 000 et quelques entreprises, donc plus de la moitié des entreprises, en tout cas au niveau si on prend le nombre des entreprises au niveau de la Chambre. Donc c'est quand même beaucoup qui sont sous perfusion. Donc c'est quand même inquiétant. Pour le moment, depuis le début de l'année, on est à peu près à 98 radiations. C'est quand même énorme par rapport à d'habitude, mais il faut savoir que pour vous radier, il faut payer.
Donc, il y a beaucoup qui ne se sont pas encore radiés parce qu'ils n'ont pas encore les moyens de payer la radiation. Donc, on croit que l'entreprise est active alors qu'elle ne l'est plus du tout. Et encore avec ce confinement-là, on s'attend à... Alors, bien sûr, la Guyane est un des départements et territoires d'outre-mer. Là, je prends ma casquette de présidente de la CESIOM qui a été le moins impacté. Pourquoi ? Parce qu'on est un des départements qui dépend moins du tourisme. Donc, notre, quelque part, au départ, vilain petit canard qui ne sait pas venir les touristes, qui n'est pas un territoire, entre guillemets, attractif, ça a été notre force, puisque du fait qu'on ne dépend pas autant que la Guadeloupe ou la Martinique ou la Réunion du tourisme, on a été le moins impacté. Comme je vous le dis, on a pu trouver des normes de sanitaire avec le bâtiment et tout, alors que dans ces territoires-là, ce sont des activités qui se sont totalement arrêtées. Alors, à une période, il était compliqué pour les entreprises d'obtenir des prêts auprès des banques. Est-ce que la situation s'est améliorée depuis ? C'était le cas l'année dernière, ça a été évoqué. Aujourd'hui, est-ce que c'est difficile pour un entrepreneur d'emprunter auprès d'une banque ? C'est quasiment fini. Le PGE, il arrive à la fin. On arrive à un moment donné où il faut rembourser. Garanti par l'État. Voilà, le prêt garanti par l'État, maintenant, on doit rembourser. Et le problème, c'est qu'on se retrouve à rembourser avec une activité qui est encore au ralenti et encore en confinement. Donc là, la problématique pour eux, c'est de savoir s'ils reportent, entre guillemets, la première échéance, puisqu'on y arrive, mais bien sûr, avec des échéances, des montants qui seront plus lourds parce qu'on ne peut plus augmenter la durée. On peut reporter un petit peu, mais pas la durée du prêt. Donc aujourd'hui, les banques ne jouent pas le jeu. Elles ont joué le jeu dans le sens où on nous a fait comprendre qu'elles ont reçu en 1 mois une année de demande, donc une année de prêt qu'elles ont dû traiter en 1 mois, avec un confinement pour certains, donc un manque de personnel sur place pour traiter, donc ça a été compliqué pour eux. L'IEDOM a joué le jeu avec le médiateur, mais très peu ont fait appel à eux pour essayer d'avoir les prêts bon gré mal gré. Par rapport aux autres départements, la Guyane a été celui qui a le moins bénéficié du PGE, mais après mars-avril 2017, on comprend que les banques ont été un peu plus réticentes à prêter, et puis il y avait quand même une lourdeur de dossier qu'on a pu améliorer avec le temps. Ils ont joué le jeu, ils ont permis d'améliorer, mais il y a encore si quelque part vous êtes déjà une société, on va dire entre guillemets un peu ric-rac. Il faut avoir les reins solides pour pouvoir... Voilà, c'est ça. On ne prête pas déjà aux sociétés qui sont en difficulté, parce que même si le prêt est garanti par l'État, il y a quand même une partie qui est quand même à la charge de l'entreprise. Donc il fallait que l'entreprise puisse rembourser ce prêt. Avoir donc les reins solides. Je vous pose la question, mesdames. Alors, laisser les écoles ouvertes, ça on vient de le dire. N'était-ce pas un moyen de soutenir justement l'économie locale déjà en souffrance selon vous ? Pour moi, oui. Parce qu'à première vue, on ne se rend pas compte qu'il y a énormément d'activités qui tournent autour des scolaires. Les associations sportives et tout, c'est par rapport aux enfants. Les cours des piscines, tout ça, c'est par rapport aux scolaires. Le transport scolaire, les écoles sont fermées. Je me suis retrouvée avec une activité frôlant le 0 de mars à septembre. J'ai dû attendre la rentrée de septembre. C'était énorme, sans aucune activité. Donc, quand on ferme les écoles, il y a ce frein, il y a des activités qui tournent autour du scolaire. Donc, c'est vrai, aider. Maintenant, je suis aussi maman. Là, on ferme les primaires. La maîtresse, elle a donné les cours. C'est épais comme ça. Donc, il faudra faire les cours à la maison. Je ne sais pas comment je vais pouvoir aller au travail et en même temps faire les cours à la maison. Ça va être compliqué. Elle a mis par jour ce qu'on doit faire. Il y a la cantine du pain magnifique, mais c'est compliqué. Donc, j'avoue que faire le rôle de maîtresse à la maison plus le rôle de chef d'entreprise, ça va être franchement compliqué. Soulé Jaïm, même question. Cette fermeture des écoles, pour nous, était la dernière chose à faire. C'était même pour soutenir l'économie guyanaise. Dans un cas extrême, là on est dans un cas extrême. N'oubliez pas que l'école est très importante pour l'évolution des élèves. Fermer l'école, pourquoi on l'a fait, ils l'ont fait, c'est parce qu'ils se sont retrouvés face à une situation qu'ils ne peuvent plus gérer. Alors maintenant, dire effectivement, peut-être qu'effectivement ça participe à l'économie, mais à quel prix ? Est-ce qu'il faut mettre en danger nos enfants pour que l'économie tourne ? C'est d'ailleurs ce qu'a dit le préfet. On ne ferme pas les écoles pour des raisons économiques. Mais on ne peut pas entendre cela, ce n'est pas possible. Mais personne ne peut l'entendre. Voilà. Donc, mais il l'a dit, mais avec un calme. Donc, oui, je peux entendre qu'effectivement ça va tourner, mais il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens pour que nos élèves et le personnel, que ce soit le personnel d'éducation nationale ou communale, soient dans un lieu sécurisé.
que ce soit au niveau, avec le Covid, au niveau de la santé. On n'est pas pour l'économie, on ne va pas sacrifier la santé de ces personnels pour des raisons économiques. Le monde économique n'a jamais souhaité que les élèves se sacrifient pour le monde économique. Ça n'a jamais été l'objectif. Et dans toutes les réunions qu'on l'a dit, on ne peut pas dire que les chefs d'entreprise n'ont pas joué le jeu par rapport à ça. Parce que je vous dis, actuellement, il y a des activités qui n'ont jamais réouvertes et qui sont toujours fermées. Donc, l'idée, c'est pas de mettre en opposition l'école et l'économie. On est tous ensemble, on fait partie de la Guyane. Et en fait, si on ne trouve pas un consensus général, c'est la mort de la Guyane. Ce sont des emplois qui ne verront pas le jour. C'est la mort de l'entreprise. C'est encore cette dépendance de la Guyane vis-à-vis de l'extérieur. C'est compliqué. Le tissu économique guyanais, c'est 65% de petites entreprises où il n'y a pas de salariés. Donc, il crée sa structure. Donc, quand il y a cette diminution de création qui ne se fait pas, d'accord, par manque de visibilité vis-à-vis de l'avenir, ce qui est le cas, on n'investit pas alors qu'on ne sait pas où on va, ce sont des emplois en moins. Donc l'idée, c'est pas de les mettre. Justement, on ne souhaite pas. Même nous, je vois quand je vais dans les différentes réunions, les chambres consulaires et les différents syndicats patronaux, on n'a jamais voulu mettre en opposition la santé et tout. On demande simplement un consensus et qu'on vous donne les moyens que vous travaillez, donc les moyens que nous travaillons aussi. On a la même vision, d'accord ? Moi, il est hors de question d'aller et qu'il arrive quelque chose à mes enfants, je suis désolée. Donc à ce niveau-là, on est tous clairs. Mais il n'y a aucune opposition, bien au contraire. On veut tous la même chose, que vous travaillez en sécurité, que nous travaillons aussi en sécurité. Et pour cela, il faut mettre les moyens. Voilà. Et il est dommage qu'on ne peut pas avoir la réponse de la préfecture qui était invitée ce soir, mais on a pu entendre donc vos réponses concernant cette question. Cette annonce de fermeture des établissements scolaires par les élus locaux, la CTG en l'occurrence et les maires de Guyane, sonne comme un aveu d'échec pour le préfet, malgré donc le retour à l'école mardi. Juste avant d'en parler avec vous, mesdames, je vous propose de voir la chronologie justement des annonces. L'école, c'est un vecteur d'abord de transmission et d'égalité des chances. C'est un vecteur aussi où parfois les jeunes, c'est le seul repas qu'ils vont prendre. On sait très bien qu'on a aussi des violences intrafamiliales très très fortes lorsque les jeunes reviennent à la maison et que la famille doit s'organiser et automatiquement les gens ne retourneront pas à l'économie. C'est un véritable déstabilisateur. Ça, on parle de conséquences. Maintenant, la notion d'impact. Il faut bien connaître, et le recteur s'est exprimé longuement devant les élus avec beaucoup de conviction. Parce qu'il maîtrise parfaitement son sujet. Oui, il y a évidemment des gens qui sont atteints. Mais ça représente entre 2 et 3% d'une population. Ce qui veut dire, c'est que mieux vaut aller à l'école que parfois rester chez soi dans le cas de la transmission. Monsieur le préfet, est-ce que là, on ne prend pas un risque ? Mais le risque sera d'autant plus fort que les enfants, lorsqu'ils vont être dans leur famille, ils vont faire quoi ? Ils vont aller avec leurs amis, ils vont aller voir leurs cousins, leurs frères, autre chose. Et le niveau de... Souvent, c'est ce qui est dit, c'est qu'il y a 2 fois plus de chances d'être contaminé chez soi qu'à l'école. Donc, on est dans un paradigme de dire, oui, il y aura des contaminations, et c'est le cas. Un cas, une classe fermée. Un cas, ce n'était pas un lycée fermé ou un collège fermé. Attention aux excès, attention à cette règle-là, qui protège, on a pu la tester, elle fonctionne, et on doit trouver un juste équilibre entre une économie qui continue de tourner, et une économie aussi auprès des élèves qui ne sont pas très loin d'examens majeurs. Et ça serait important, je pense, de ne pas y réfléchir 2 fois. On est passé d'un coefficient donc de 1, on est passé à 1,6, quasiment 1,6 pour Macoria et pour Cayenne. Voilà, la situation s'aggrave au fur et à mesure, et donc on a rencontré les syndicats, et avec les syndicats, donc on a pu échanger. Donc la décision, elle a été de fermer tout simplement les écoles à l'unanimité avec les maires qui étaient présents. Donc on était environ 16 maires. On a pris cette décision donc de fermer à partir de jeudi. Alors dans cet imbroglio, est-ce que on peut dire que c'est un aveu d'échec de cette annonce, de ces mesures de confinement de la préfecture ? Je n'irai pas jusque-là. En fait, moi, ce qui me dérange... Si ce n'est pas un aveu d'échec, c'est quoi exactement ? Manque de concertation. Pour moi, il y a un manque de concertation, voilà, on est d'accord, c'est évident. À l'heure actuelle, il y a 2 entités. La préfecture qui fait ses réunions le jeudi, là, elle avait été avancée au mercredi. La cellule interministérielle de crise. SIC, comme ils appellent, puisque le jeudi, ça tombait un jour férié, donc ils ont fait la réunion le mercredi, et il y a la réunion du comité scientifique de la CTG le lundi. Pourquoi ils ne se réunissent pas pour une fois ensemble et qu'ils parlent d'une même voix ? Parce que c'est quand même bizarre que le mercredi, les maires disent « Ok, on continue », on sort un arrêté dans ce sens, et les mêmes maires, le lundi matin, font volte-face et changent totalement d'avis 4 jours plus tard. Si ces 2 entités se réunissaient enfin ensemble pour discuter d'une même voix,
personne ne se sentirait lésé. C'était le cas dans cette CIC, puisqu'il y a les représentants CTG, il y a les représentants des maires. Là, en fait, quand le président de la collectivité n'était pas présent à la réunion de mercredi, puisqu'il faisait son annonce pour sa candidature à la CTG, il était représenté par le docteur Loupec. Et je ne me rappelle même plus si M. Michaud était là, mais en général, c'est lui qui sont le directeur général. Mais tous les maires étaient présents. Ils ont même demandé une suspension de séance qui a presque duré 30 minutes pour décider si oui ou non. Donc, s'il manquait le reste de leur cellule scientifique, pourquoi ne se réunissent-ils pas une fois par semaine? Alors, j'en sais pas, on va définir que ça sera le mardi ou le vendredi, et qui décident qu'ils ont tous les mêmes informations et qui parlent d'une seule fois. Parce que là, en tout cas, le chef d'entreprise que je suis, on n'y comprend rien. Au bout de 4 jours, ça change. Et je pense pour vous, idem au niveau. On a besoin de stabilité, de savoir où on va. Il faut une décision. Il faut qu'ils se réunissent, qu'ils discutent d'une même voix et qu'enfin, on entend le même son. Là, lui, peut-être, va prendre ça comme un échec, puisque il a posé la question, ils ont fait une suspension de séance, ils ont voté, et 4 jours plus tard, il y a quelque chose de... Donc, je peux comprendre qu'ils ne comprennent pas. Je peux comprendre aussi que nous, parce que moi, j'étais présente à la réunion de mercredi, que je n'ai pas eu toutes les informations qu'ils ont eu lundi, parce que les scientifiques en question de la CTG n'étaient pas présents non plus. Les membres des parents d'élèves n'étaient pas présents à la réunion de mercredi. Donc, je dis, à un moment donné, il faut que tous on se réunisse et qu'on ait tous les mêmes informations au même moment. Parce que l'ARS fait partie de la réunion du mercredi, mais ne fait pas partie de la réunion du lundi à la CTG. Ce n'est pas au commun. Se concerter, voilà. C'est ça. C'est un grand manque de concertation. Et puis, il faut que ces personnes comprennent qu'il s'agit de tout le monde, de la santé de tous, et que les décisions ne doivent pas être prises comme ça à la légère. On ne dit pas un jour, oui, on va aller, aujourd'hui c'est rouge, et le lendemain c'est vert. Donc effectivement, il y a un grand manque de concertation. Il aurait fallu que toutes ces personnes se réunissent et décident d'un commun accord de la ligne qu'ils allaient directrice, et non pas changer d'avis du jour au lendemain. Et nous, on s'adapte. Après, suite aux annonces donc, du préfet, disent que maintenant les écoles ouvertes, il y a quand même eu des réactions. Il y a eu des réactions, que ce soit des syndicats. Beaucoup ont parlé d'incohérence à ce moment. Voilà. On peut parler, oui, de... Donc, Est-ce qu'il ne fallait pas rectifier le tir, finalement cette décision des maires de Guyane et du président de la CTG, est-ce que ce n'était pas une manière de rectifier le tir sur ce que certains appelaient un dispositif incohérent? Un confinement incohérent. Rectifier le tir, si vous voulez. Je pose la question. Mais je me pose la question, je me dis, mais s'il n'y avait pas eu de réaction donc des lycéens, par exemple, il y a des lycéens qui ont réagi, mobilisation, que ce soit à Saint-Laurent, les syndicats qui ont réagi, est-ce qu'aujourd'hui, ces élus auraient décidé que les établissements fermeraient? Vous pensez que c'est lié? Je me pose la question. C'est-à-dire? Écoutez, on sent que vous avez envie de développer. Allez-y, développez. Non, c'est vrai. Je me dis, après avoir pris une décision en pseudo-concertation avec une certaine partie des autorités, 2 jours après, finalement, on dit, on se rend compte que finalement, ce n'était pas le bon chiffre. Mais tout ça est lié. On a eu quand même des mobilisations de lycéens, on l'a vu dans différents lycées. Il y a eu des syndicats qui se sont aussi fait entendre. Et puis, je me dis finalement, alors on va fermer. Mais ça me rappelle en plus l'année dernière, on se retrouve dans le même cas de figure. Quand les élus ont décidé de fermer les écoles, c'était aussi ça allait à l'encontre de la décision du préfet. Donc, on se trouve dans le même cas de figure. À un moment donné, de mars 2020, on est en mai 2021, nous revivons les mêmes choses, avec la même situation sanitaire. Si ce n'est pire, puisque maintenant nous avons le variant brésilien. Vous faites bien de parler de ce variant, parce que l'objectif, on le rappelle, c'est de freiner ce virus, car la situation se dégrade chez nous. Pour freiner la propagation du coronavirus, l'accent est mis sur le vaccin. Peut-être que vous êtes vacciné. La directrice de l'ARS, Clara Debord, admet que cette couverture vaccinale est un échec. Elle met en cause donc les fake news et la réticence des Guyanais à prendre le vaccin. A-t-elle raison? Moi, j'ai envie de dire, écoutez, on peut comprendre les réfractaires au vaccin. Pourquoi on peut les comprendre? On peut comprendre ceux aussi qui sont pour, les pro-vaccins. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
dès le début de cette crise, il n'y a eu que des contradictions. La gestion a montré que... au masque. Voilà, il n'y a que des contradictions. Entre-temps, on a eu le temps quand même de s'adapter. Oui, si vous voulez. On a l'apparition d'un vaccin. Le gouvernement n'est même pas sûr de ce qu'il fait. Il dit un jour c'est oui, le lendemain c'est non. Ils se contredisent entre eux. Donc on peut tout à fait comprendre. Je ne dis pas que je suis contre ni pour. Elle est vaccinée, donc elle n'est pas contre. Je peux comprendre ces personnes, mais... Alors, Madame Clara Debord, quand elle dit qu'effectivement il y a des fake news, mais ça c'est pour tout. Il y a des fake news, oui, en effet, mais je pense que la population guyanaise, elle a aussi une façon, elle réfléchit, elle voit ce qui se passe, et que bon, après, c'est pas toute la population guyanaise qui est réfractaire non plus à ce vaccin. Non, moi je pense que c'est un peu comme les masques au départ. Il y avait toute une politique anti-masques au départ, parce qu'il n'y en avait pas assez. Moi, j'ai l'impression moi, c'est l'idée que j'en ai, donc ça n'engage que moi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu toute cette politique anti-vaccin parce qu'il n'y avait pas assez de vaccins. Et que quand finalement il y en a eu, en fait, quand le mal était déjà fait. Moi, c'est l'idée que moi... Est-ce que ce n'est pas une politique, justement, moi, je le vois comme ça. Contre les masques, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de masques. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec différents vaccins. Et en Guyane, d'après ce que Mme Clara Debord dit, nous sommes en surplus, puisque la demande... Maintenant, mais à un moment donné, le vaccin, on n'en avait pas. Est-ce que ce n'est pas un échec de la stratégie vaccinale et que faut-il faire pour que les Guyanais soient plus nombreux à aller se faire vacciner ? De toute façon, là, j'y suis allée dimanche pour prendre ma deuxième dose, c'était rempli. Donc, il y avait une attente pas possible. Il y avait des gens, le petit chapiteau, il était rempli et les gens sur les côtés. Les chiffres prouvent le contraire. Oui, non, mais dimanche, c'était rempli. Mais est-ce que tout d'un coup, parce que justement le variant brésilien fait son apparition et qu'on se rend compte que quelque part, c'est le seul moyen qu'on a de se protéger? Moi, la première année, en 20 minutes, c'était réglé. Là, j'ai pris 1h30. Donc, ça, c'est un fait. Après, j'en sais rien. Il faut regagner la confiance. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a trop de choses sur les réseaux. Comment faire pour regagner cette confiance, il y a eu trop de choses sur les réseaux sociaux qui racontent tout n'importe quoi sur les vaccins. Donc, moi, tous les jours, les gens me demandent « Ça va ? Tu vas bien ?» Je dis toujours, oui, j'ai toujours pas de troisième bras. Donc on en rigole, moi je le prends avec beaucoup d'humour. Ou bien hier j'en parlais aussi avec quelqu'un de la grande surface avec qui on discutait, qui me dit moi je leur dis que maintenant mon réseau ça passe beaucoup mieux depuis que je suis vaccinée. Donc vous voyez un peu les aberrations. Non. Alors on me dit mais dans 2 ans tu vas mourir. Je dis je mourrai bien de quelque chose. Donc il y a beaucoup de choses qui parlent. Donc prouver qu'on peut être vacciné et aller correctement bien. C'est vrai que c'est un vaccin qui n'est pas agréable. C'est vrai qu'on a mal au bras le lendemain. Il y a certaines personnes chez qui ça fatigue, mais il y a d'autres qui le supportent aussi très bien. Je pense qu'il faut vraiment que l'État regagne la confiance en fait de cette population en faisant quoi et comment s'y prendre? Déjà, pourquoi ils ne parlent pas du passeport vaccinal? Ça a été adopté, Donc normalement à partir du mois à partir du mois de juillet, quand vous avez le pass sanitaire, normalement à partir du mois de juillet, c'est ce qui est en train de se goupiller. Si vous avez eu vos 2 vaccins plus 20 jours, il n'y a plus les motifs impérieux, tout doit sauter. Donc c'est bien qu'à un moment donné, le vaccin, voilà. Alors les gens me disent oui, mais c'est pas normal. Mais quand on vient en Guyane, si vous n'avez pas la fièvre jaune, vous ne rentrez pas en Guyane. Je pense que pour moi, ce n'est pas la bonne stratégie, parce que ce serait comme une façon d'acheter la population. Je pense que... Pour vous, c'est acheter la population avec ce pass sanitaire? Comme il a été vu à un moment donné, si vous vous vaccinez, vous avez 5 euros... Non, ça c'était de mauvais goût. Quand même, bon ça déjà, ça perd de la crédibilité. Je suis désolée, on n'achète pas les personnes pour les se faire vacciner. Voilà. Je pense qu'il faut qu'il y ait une politique qui soit menée, que ce soit au niveau gouvernemental déjà, dès le départ, parce que c'est là que démarrent les incompréhensions, et essayer de, comme je disais, regagner la confiance en montrant qu'ils maîtrisent la situation et qu'ils maîtrisent le vaccin, qu'ils savent ce que ça va donner, jusqu'où on peut aller, et montrer que le vaccin peut être la solution à la fin de la crise. Un contrôle strict des voyageurs en provenance de Paris, à l'instar de ce qui se fait pour les passagers guyanais une fois arrivés à Orly, afin d'éviter la propagation chez nous des variants britanniques et sud-africains. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée? Je voulais notamment poser cette question. Pour moi, c'est une bonne idée. Et même aller, peut-être pas forcément comme ils font en métropole, où tous les jours, ils viennent pour contrôler si les voyageurs sont bien chez eux.
mais au moins vérifier qu'au bout de 7 jours, puisque chez nous, là-bas c'est 10 jours, mais chez nous c'est la septaine, que les gens font bien leur test. Parce que la problématique qu'on a en Guyane, c'est ça. Même si certaines personnes respectent la septaine, ils ne font pas le test au bout de 7 jours. Donc finalement, ils reprennent le travail, ils ont bien fait 7 jours chez eux, mais ils ne savent toujours pas s'ils sont contaminés ou pas. Vous avez travaillé sur cette éventualité ? Moi, en tout cas, lors de la réunion, Madame Debord a fait part justement de ce problématique qui était que les gens ne faisaient pas leur test au bout de 7 jours à leur retour de vacances. Certains effectuaient, oui, réellement la septaine, mais ne faisaient pas le test. Moi, je pense qu'il y a un moyen, finalement, au bout de 7 jours, d'aller les voir, comme ils nous le font en métropole, pour leur demander, votre test est-il réellement négatif ? Ça sera un moyen de nous protéger parce qu'il n'y a pas que le variant brésilien, il y a les autres variants et ça serait dommage que la Guyane soit confrontée à un Sud-Africain ou en anglais ou je ne sais quoi d'autre. Donc il faut qu'on puisse se protéger puisque malheureusement, nous ne sommes pas comme la métropole où on peut circuler dans le département réellement ou quitter avec le train, le bus. La Guyane, c'est la seule porte d'entrée, c'est par là qu'arrivent les vaccins, c'est par là qu'arrive le gel. Donc fermer totalement l'aéroport, c'est compliqué. Et là, pour vous dire, pour moi, c'est presque fermé puisqu'on est à moins 62%, ça c'est les chiffres de ce matin, de fréquentation de l'aéroport. Là, on est pire que tout. On est arrivé à un stade, puisque là, je prends ma casquette CCI, où on se demande comment on va faire pour maintenir l'aéroport ouvert, tellement que la fréquentation est au plus bas. Donc voilà. Pour moi, il serait tout à fait normal qu'il y ait un contrôle strict, dans la mesure où quand le Guyanais va à Paris, il est contrôlé, test, voir s'il est chez lui. Je pense que pour trouver le moyen pour contrôler ou alors freiner, éradiquer cette épidémie, effectivement, c'est par des contrôles stricts au niveau des tests. Donc, pour moi, il serait tout à fait possible de le faire et tout à fait normal que l'on soit. Il ne faut pas qu'il y ait deux France. C'est-à-dire que nous, ici, qu'il y ait deux traitements. C'est soit on est un département français, qu'on est traité de la même manière. Donc, quand ils viennent ici, ils sont contrôlés et que nous continuons à les contrôler. Je trouve que, voilà, là, ce serait une question de justice. L'argumentaire du préfet de dire qu'ils sont embêtés, que ce sont les mêmes personnes qui partent et qui reviennent, ils ont déjà la contrainte de 10 jours et au retour 7 jours. Mais moi, je suis quand même pour le contrôle au bout de 7 jours. Vous êtes pour ce contrôle. Il y a encore énormément de choses à dire, bien évidemment, on suivra l'actualité afin de revenir sur ces différents points. Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Merci à toutes les équipes. Merci à la rédaction. Merci donc pour ce nouveau numéro de débat 973. Passez une excellente soirée.